à côté de moi un monsieur dont on connaît plus facilement la voix, si on écoute la radio, que le physique. Ce qui est quand même assez rare. Mais ce qui est quand même surtout dommage, parce que je suis avant tout un physique. N'oublions pas que je suis le sosie français de Robert Redford, c'est évident. Oui, en étant en même temps portant un nom d'un autre camarade, Absolument. un petit peu plus jeune que Robert Redford, et un monsieur qui fait beaucoup de, on va pas dire d'acrobatie, mais de Cascade. de cascade, voilà. Qui s'est d'ailleurs beaucoup inspiré de Jean-Paul Belmondo, c'est Tom Cruise. Oui, parce que d'où le nom Thomas Croisière. Eh, vous avez fait anglais, non? J'ai fait anglais et puis surtout j'ai vu le spectacle où C'est vous une bonne expliquez comment ce nom est arrivé, ce que je trouve très drôle. Comme le spectacle. Comme le spectacle. Mais vous m'avez fait rire, parce que bon, je suis un homme qui aime... vous ne connaissez pas, mais le cinéma et moi, c'est une longue histoire d'amour. Okay. Aussi longue que ma vie. Et c'est pas peu dire. Et quand je voyais les titres que vous nous proposiez, des trucs que j'avais complètement oubliés, que j'avais peut-être même pas vus, parce que bon... Et parfois c'est préférable. Mais bon... oui. Et vous nous faites revivre cette époque du cinéma. Alors d'où vient cette idée de faire revivre les Aldo Macione, et encore, Aldo Macione on le connaît, mais il y en a beaucoup qui ont été complètement oubliés depuis. Ben, en fait, c'est un hasard de plein de rencontres. Déjà, je parle de cinéma sur France Inter. Je parle des films que j'aime beaucoup. Et puis un jour, j'ai parlé des comédies cultes. Et j'étais appelé par un metteur en scène qui m'a dit « Tu devrais faire un spectacle sur les comédies cultes parce que tu m'as donné envie de voir 20 films. » Et puis, parallèlement à ça, j'étais allé faire un spectacle à Saint-Étienne avec l'équipe de Par Jupiter, donc Guillaume Meurice, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, toute cette bande-là, Thomas VDB. Et là-bas, j'avais fait un karaoké géant. Et l'organisateur du festival, qui s'appelle Farid Bouabdella, m'a dit, après que j'ai fait mon karaoké, je voudrais avoir ton spectacle l'année prochaine. Seulement, j'avais pas de spectacle. Et puis, comme un jour, j'ai écrit un spectacle, je l'ai rappelé, je lui ai dit, mais vous voulez toujours mon spectacle? Il m'a dit oui. Et je suis allé faire ce spectacle sur la comédie populaire, parce que ça m'a été inspiré à la fois par Farid, qui voulait un spectacle, et par le garçon qui s'appelle Thibaut, qui est devenu mon metteur en scène, qui m'avait dit, tu devrais parler des comédies sur scène. Et pourquoi j'ai eu envie de ça? C'est parce que... Dans ma vie, j'ai croisé un monsieur du cinéma qui est formidable, qui s'appelle Bertrand Tavernier, qui était non seulement un grand réalisateur, c'était aussi un très grand directeur d'acteurs. Pour preuve, j'ai joué dans Quai d'Orsay, et dans ce que je considère d'ailleurs très modestement comme la meilleure 58e minute de l'histoire du cinéma. C'est le moment où je dis, ah ben non, il n'y a pas de pétrole en Palestine, mais au Louz Demistan, il y en a, c'est pour ça qu'il est copain avec les Louz Demini de Taillard. Je vous assure que c'est pas facile à caser. Et Bertrand Tavernier était aussi un formidable passeur de cinéma, c'est-à-dire qu'il avait une grande culture de cinéma, il était intarissable sur le sujet, on a eu des conversations formidables là-dessus, il a écrit des livres fondateurs, il a fait également un film documentaire qui s'appelle Voyage à travers le cinéma français. Et je trouvais que dans son voyage, il parlait beaucoup des auteurs, c'est-à-dire il parlait beaucoup de Claude Sautet, Godard, Melville, mais qui parlait très peu de comédie au fond. Et donc moi je me suis dit, je vais faire le pendant comique de son voyage, et je vais l'appeler Voyage en comédie. Et d'ailleurs, on en avait parlé à une époque ensemble, on avait parlé de réalisateurs comme Claude Zidi, comme Philippe Clair, et je constate très souvent que la comédie n'est jamais vraiment reconnue. C'est-à-dire, la comédie, quand Louis de Funès a dû faire son entrée à la Cinémathèque, quand il y a eu l'exposition, il y a quand même eu des cons pour dire qu'il n'y avait pas sa place. Alors que Louis de Funès est quand même un des plus grands comédiens français, que c'est sans doute lui qui a rassemblé le plus de spectateurs en salle, plus de 300 millions de spectateurs. Oui, peut-être Belmondo pas loin. Non, Belmondo moins que lui. Non, ça se joue entre lui, Gabin et Fernandel. C'est-à-dire que Gabin et Fernandel, on n'a pas tous les chiffres parce qu'ils ont des filmographies très antérieures, mais ça se joue entre ces trois-là. Et donc,
moi j'avais envie de parler de ces gens-là dont on parle peu. Si tu t'intéresses à François Truffaut, il y a 1500 émissions sur François Truffaut, il y a des milliers de bouquins. Oui. Mais si tu t'intéresses à Philippe de Broca, ou si tu t'intéresses, encore que Gérard Houry ça va, mais si tu t'intéresses à Claude Zidi, t'as rien sur Claude Zidi. Pourtant Claude Zidi c'est l'inspecteur La Bavure, c'est les Sudoués, c'est les Ripoux, qui est quand même un très grand film. C'est puis moi Les Rois du Gag que j'adore. Et donc je me suis dit tiens, je vais parler de tous ces films. Et pourquoi ? Parce que je trouve qu'en ce moment on est dans une période où on se marre assez peu et on nous fait de moins en moins marrer, et je trouve que le rire c'est ce qui nous rassemble tous, qui que tu sois, d'où que tu viennes, quel que soit ton milieu social, quelle que soit ta vie, tu as ri devant un film de Louis de Funès. Ah oui. Tu t'es pris pour Jean-Paul Belmondo une fois que tu as vu un film et une de ses cascades. Tu as fait toc toc badaboum. Et donc moi je trouve que c'est bien de parler de ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous oppose. Et le rire ça nous rassemble tous. Tu vois, une bonne blague de paix, c'est compréhensible dans le monde entier. La blague fondamentale, c'est le tire-mon-doigt prout. Ça fait rire les enfants, ça fait rire les grands-parents, ça fait rire en Amérique, ça fait rire en Asie, ça fait rire partout. Voilà. Et dans ces films, il y en a quand même quelques-uns qui sont cultes. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui ne sont pas obligatoirement connus du public. Bah, dans des films dont je parle, c'est quand même des gros marqueurs oui. de cette époque. Moi, j'ai une année charnière qui est 1982, qui est une année très intéressante en termes de cinéma, parce que c'est à la fois le dernier film de Louis de Funès, Le Gendarme et les Gendarmettes. Il va mourir en janvier 83. C'est le dernier gros succès au box-office de Jean-Paul Belmondo, L'As des As, c'est énorme. C'est en même temps l'arrivée du Splendide, c'est l'année où il y a Le Père Noël est une ordure. C'est aussi mon curé chez les nudistes avec Paul Prébois. Mais comme c'est aussi le gros succès d'Aldo Macione et Philippe Clair qui s'appelle Plus beau que moi tu meurs, tu vois, et c'est aussi La Boum 2, c'est aussi Les Sudoués en vacances. Donc c'est une année qui en termes de comédie est super riche, est à la fois de l'ancien, du classique et du moderne. Et donc, moi, je trouvais intéressant de parler de cette année-là. Et puis, ça, moi, j'en profite pour parler de Bébel, de Funès, de Delon, de Marie Laforêt, et puis en même temps de la musique de Vladimir Cosma, tout ce que j'aime et qui m'a fait marrer. Et je le raconte d'ailleurs à un moment dans le spectacle, c'est que j'aime passionnément le cinéma, comme vous, et je partage le cinéma. Et en particulier, moi, je suis papa, donc j'ai commencé à montrer les films que j'aime à mes enfants. Et eux aussi ont rigolé. Et donc je trouve que ce qui est cool avec le cinéma de comédie, c'est qu'il passe les générations. Et moi par exemple, mon premier éclat de rire, et c'est pas très... comment dirais-je, c'est des choses qu'en principe il faut cacher, mais mon premier éclat de rire c'est un film des Charlots. Voilà, j'avais 3 ans, j'étais au cinéma, et c'était le moment où... les Charlots mettaient des écrevisses dans les culottes des soldats du cardinal et ils faisaient oulala, oulala. Moi j'ai explosé de rire. Et si tu veux, 40 ans plus tard, je l'ai montré à mes enfants et eux aussi ils ont rigolé, mais vraiment très fort. Et donc je me suis dit, si ça me fait rire, si ça fait rire mes enfants, ça fait rire tout le monde en fait. Et c'est ce que je remarque dans le spectacle, c'est que moi le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est vous m'avez donné envie de voir plein de films. Et qu'est-ce que j'ai rigolé. Et tu vois, il y a plein de films qu'on a, nous, un peu oubliés. Je suis sûr que quand vous avez revu le spectacle, vous vous êtes dit « Ah oui, je l'avais oublié ce film !» Et mais quel bonheur de les revoir, de revoir ces comédiens, de revoir ces répliques fun. Je veux dire, il y a des trucs incroyables dans le cinéma. Bah, Michel Audiard, pour moi, peut-être la comédie qui m'a fait le plus rire de Michel Audiard, c'est... je vous laisse la trouver. C'était un film de Michel Audiard. Film de Michel Audiard. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne drague pas, mais elle cause. Non, celle-là, c'était pas mal non plus. Il y avait Marlène Jobert. Ah, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il y a celui-là aussi. Moi, je ris chaque fois que je vois ces films, ces dialogues qui étaient complètement fous. Et vous en parlez beaucoup d'ailleurs. Qui était très fleuri. C'est un des dialoguistes les plus importants du cinéma de comédie. Hein. Il a quand même, parce qu'il a beaucoup dialogué de films avec Belmondo en particulier, avec Lino Ventura. Puis nous, on a tous un film qui a passé les générations, qui est Les Tontons Flingueurs. Et ce phrasé-là, il a écrit beaucoup pour Gabin aussi. Donc oui, c'est un des grands dialoguistes, c'est un des rois de la punchline. C'est-à-dire avant les punchliners, il y avait Michel Audiard, mais tu avais aussi Janson, tu avais des dialoguistes absolument formidables du cinéma français. Il y a un film
qui est votre petit chouchou dans toute l'histoire? Puisqu'en fait, il y en a tellement, tellement. Et vous nous montrez les affiches, vous nous montrez pas des extraits, mais si, il y a quelques extraits. Vous avez dormi pendant le spectacle. Ça va. En même temps, c'est chauffé. Non, mais c'est au moment où je disais ça que je me suis dit, mais si, mais bon, il y a les affiches, et puis le public, il marche à fond la caisse. Ben, tant mieux, Oui. tant mieux. Mais oui, j'ai des petites coquetteries. En fait, je les aime tous, et si j'en parle, c'est parce que je les aime vraiment bien et qu'ils font partie de ma vie. Mais il y en a un pour lequel j'ai une tendresse toute particulière, et il s'appelle Signé Furax. Et Signé Furax, c'est un film qui est adapté d'un feuilleton radiophonique qui était écrit par Pierre Dac et Francis Blanche, et où tu retrouves aussi bien Coluche que Pierre Desproges, mais aussi Paul Prébois, Michel Galabru, Jean-Pierre Darras, Roger Carrel, Mylène de Mongeau. T'as un casting, Jean Le Poulain de la comédie française, Michel Constantin, Georges Belair, enfin t'as Gérard Hernandez, tu vois, t'as une espèce de mélange de comédiens et d'humour absurde avec des tonnes de jeux de mots plus affligeants les uns que les autres. Alors je dis affligeants, mais en vrai je suis un peu menteur, moi je les adore, mais on n'a pas le droit de dire qu'on aime trop les jeux de mots. Donc oui, moi j'aime beaucoup, enfin celui pour lequel j'ai une grosse tendresse, c'est Signé Furax, et c'est là-dedans qu'il y a une chanson qu'on connaît tous, parce qu'on a un peu oublié le film, vous savez, c'est des figues, des bananes, des noix, des bananes, des figues. Vous vous souvenez plus de ça? Tout le monde n'est plus. Il sent la charogne, il n'y a que le grand Babu qui sent l'eau de Cologne. Parce qu'en fait, ils vénèrent le boudin sacré, le grand goût de gouze. Ce sont les Babus qui sont déguisés en Père Noël. Voilà, une fois que j'ai dit ça, c'est là qu'on se rend compte que la comédie dans les années 80, ça pouvait être porte-nawak. C'était les années 80 Signé Furax, c'est 1980, ouais. Ah ouais, Ouais. je l'aurais vu avant, moi, c'est pas... Non, c'est film des années 80, comme dirait Michel Sardou. Ouais. Oh, mais il y en avait quand même pas mal à l'époque des... Bon, comme vous l'avez dit, il y avait les Charlots, des comédies, et on en oublie... Oui, puis Pierre Richard, Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort, Philippe Noiret, Jean Carmet. Il y a quand même des acteurs absolument fabuleux pour incarner de la comédie. On n'a plus ça maintenant. C'est peut-être... Si, on a ça. Regardez, là, il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Alibi.com 2, La bande à Fifi. Oui, c'est une troupe, comme l'a été Le Splendide, comme l'ont été d'ailleurs Les Nuls, Les Inconnus. Il y a encore... Et ça marche en plus. Et ça marche très bien. Et d'ailleurs, ils s'inscrivent dans cette filiation. Quand on parle avec Philippe Lachaud, qui est réalisateur des films, lui, ses grosses sources d'inspiration, c'est Weber et Pierre Richard. Et donc, quand on regarde son premier film, Babysitting, c'est le jouet 40 ans plus tard, en fait. Donc, il y a encore, il y a encore du grand cinéma de comédie populaire. Ah oui. Tu vois, même, ça continue, les films de Nakache et Toledano, Le sens de la fête, ou même là, leur prochain qui va sortir, sont toujours des films attendus, et qui sont des grands films de comédie. Mais comme on a eu Intouchable, comme on a eu Bienvenue chez les Ch'tis, les films de Danny Boone, c'est ni plus ni moins que les films de Funès d'il y a 50 ans. Donc, non, il y a encore beaucoup de bonnes choses. Et il y a aussi toute une population qu'on oublie un peu, parce qu'on est un peu vieillissant, vous et moi. Mais il y a aussi l'équipe du Palmacho, par exemple, ou tous les youtubeurs qui sont en train certains de faire ça soit sur les réseaux, soit en série. Quand on regarde ce que fait l'équipe de La Flamme sur Canal+, tu vois, derrière, ça va donner des films aussi. Jonathan Cohen est un comédien formidable de comédie. Gilles Lelouch aussi peut apporter vraiment de la comédie. Donc, Philippe Catherine, tu vois, on a vraiment des comédiens, des gueules, et même un Pierre Ninet, tu vois, est tout à fait capable de porter de la comédie. C'est des gens très intéressants. Oh, il peut tout faire, Pierre Ninet, actuellement. Ouais, et d'ailleurs, c'est souvent compliqué d'être à la fois... Ou Jean Dujardin est un acteur de comédie fabuleux, qui est aussi capable de faire du drame et de la comédie, comme un Belmondo était capable de le faire. Donc non, il y a encore de quoi faire. On va continuer à se marrer au cinéma, en tout cas, j'espère. Vous auriez envie, vous, de passer de l'autre côté, d'écrire pour le cinéma, de réaliser, de faire venir vos comédiens fétiches? Alors, aujourd'hui, non. Mais ce qui est formidable avec la vie, c'est qu'elle réserve plein de surprises. C'est-à-dire que moi, je me destinais pas du tout à
à faire de la radio. Et les hasards de mes rencontres, j'ai rencontré l'équipe de l'émission qui s'appelait Par Jupiter sur France Inter, donc Alex Vizorek, Charlie Vonnecker, Guillaume Meurice, etc. Et puis à un moment, ils m'ont proposé de faire de la radio avec eux. C'était chouette, j'ai aimé ça, puis je continue de le faire. Et puis je me destinais pas du tout à être sur scène. La première fois que je suis monté sur scène, j'avais 47 ans, on peut pas parler d'une vocation, tu vois, de jeunesse. Ah, Jacques Martin. Oui, Jacques Martin, mais... Ça, c'était plus faire le con à la télé. C'est surtout que j'avais compris un truc, et j'avais été fasciné par ça. C'est que quand tu passais dans les jeux télé, tu pouvais gagner des trucs en faisant que des conneries. Et donc moi, je suis ravi, quand j'ai fait Jacques Martin, j'ai gagné un combi télé magnétoscope. Tu vois, ah oui, après j'ai eu dans ma chambre. À l'époque, c'était... Ah mais c'était dingue. J'étais abonné à TéléZ, j'ai eu des CD, des VHS. J'étais trop content. Et c'est pour ça que derrière, j'ai fait plein d'autres jeux. J'ai fait le Big Deal, j'ai fait La Famille en Or, j'ai fait un truc qui s'appelait 100% Question, j'ai fait Les Amours. Donc non, les jeux télé, j'aimais bien parce que tu pouvais gagner des trucs, quoi. Et donc oui, la scène, j'y suis allé très tard. Et tu vois, j'avais pas prévu de jouer énormément. J'avais prévu de jouer une fois dans ce festival à Saint-Étienne. Oui. Puis comme ça s'est bien passé, ça en a amené d'autres. Puis je me suis mis à jouer au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Puis on avait juste convenu de 18 dates. Puis comme c'est bien passé, ils ont dit est-ce que tu veux continuer? Puis comme il y a des gens qui l'ont vu, ils m'ont dit bah, viens jouer dans ma ville. Alors c'est comme ça qu'après bah, je me suis retrouvé à Reims, à Rouen, à Toulouse, que là je vais aller à Bordeaux, je vais aller à Aix-en-Provence, je vais aller à Auray, je vais aller à Caen, enfin je suis très content. Puis là je suis au Grand Point Virgule, qui est une salle qui a un nom un peu mythique, il y a plein de gens que j'ai vus au Point Virgule, donc c'est une aventure dingue. Donc tu vois, je ne me destinais pas à la radio, j'en ai fait. Je ne me destinais pas à la scène, j'en ai fait. Je ne me destine pas aujourd'hui à réaliser un film ni à en écrire un, mais que c'est ce que va me réserver la vie. Voilà. Après, c'est une matière que j'aime bien. Tu vois, je ne savais pas que j'arriverais à écrire un spectacle. Et en fait, à un moment, je me suis dit, tiens, comme j'avais du temps, c'était pendant le confinement, hein, donc il y a des gens qui ont écrit des romans, il y en a qui ont appris à faire du pain. Moi, à un moment, je me suis dit, tiens, je vais écrire ce spectacle, parce qu'il y avait Thibaut et Farid qui m'avaient mis une petite graine dans la tête, tu vois. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à raconter une histoire sur 1h30. Avant, je pensais que j'étais juste capable de raconter 4 minutes, ça s'appelle une chronique. Et donc peut-être qu'un jour, je me dirais, tiens, si j'essayais une histoire d'1h30 avec des personnages, oui, peut-être. Puis peut-être un jour, je me dirais, tiens, si je prenais une caméra. Mais j'en suis pas encore là. Après, moi, j'aime bien faire des trucs que j'ai jamais fait. Donc, ça, je l'ai jamais fait. Mais comme j'ai jamais fait champion de plongeon non plus. Donc si ça se trouve, dans 1 an et demi, tu me verras aux Jeux Olympiques à Paris, tu vois, à faire des cabrioles. Il a trop joué dans les crevettes pailletées. Hein. Ah, c'est vrai que j'ai joué dans les crevettes pailletées. Alors je plongeais pas, j'étais sur une aire d'autoroute et je prenais l'équipe des crevettes pailletées en photo. Sans doute la 37e meilleure minute de l'histoire du cinéma. Je dis attention à 3, tout le monde dit saucisse. 1, 2, 3. C'est énorme. Ouais. Et ben moi, je suis fier de t'avoir rencontré, puisque je te l'ai dit franchement. Tu ne connaissais pas. Je connaissais pas, et j'ai ri à ce spectacle comme rarement. Mais j'en ai parlé le lendemain à tout le monde en disant j'ai ri. Et c'était le 2e spectacle que j'ai vu. Le même jour non, au Grand Point Virgule. D'accord. Il y avait une fille belge. Ouais. Qui m'avait fait mourir de rire aussi. Ok. Et donc, avec vous deux, le Grand Point Virgule, il peut continuer comme ça toute l'année. Hein. Bah écoute, super. Écoute, moi, je suis ravi. C'est tous les mercredis à 21h15 et viens t'amuser quand tu veux. C'est sympa en tout cas. Ah bah je l'ai vu, mais je le recommande à nouveau. C'est comme ça change tout. Non, j'imagine que c'est... Alors moi, comme j'aime pas faire 2 fois la même chose, okay. Effectivement, bien sûr, il y a une structure, il y a une cohérence, parce que je raconte une histoire. Et puis, les images, elles n'arrivent pas comme ça. Elles n'arrivent pas par hasard. Voilà, mais en revanche, oui, je prends des petites libertés pour justement s'amuser. Et puis c'est ce qui est assez marrant, j'apprends ça, tu vois, je l'ai joué maintenant une 40aine de fois. À la base, c'est toujours le même canevas, mais chaque soir est différent parce que t'as jamais le même public. Et de temps en temps, tu as un public très silencieux, très calme, et tu penses que ça marche pas du tout et tu galères, alors que, en fait, non, c'est un public qui n'est pas très réactif. Comme de temps en temps, ils sont chauds comme des baraques à frites, et tu as du mal à les gérer. Et donc, toi, en face, tu adaptes un petit peu, tu vois, et puis tu apprends aussi à laisser vivre les rires, à rebondir. Parfois, tu tombes... Moi, je suis tombé un soir sur des gens complètement pétés,
Bah oui, et tu sais, puis qui t'interpellent et qui répondent et qui veulent monter sur scène. Bah écoute, ça crée des moments, donc après il faut aussi savoir un peu se faire respecter, mais c'est très chouette pour ça le spectacle vivant, c'est qu'il n'y a aucune représentation qui ressemble à l'autre. Puis comme moi, hein, de temps en temps je peux être crevé, de temps en temps j'ai la patate. Un soir j'ai joué où j'avais pris une petite pinte de trop, donc, mais ça va, ça s'est pas trop vu, m'a-t-on dit, mais... Moi, j'étais pas très à l'aise quand même. Je sais que je bafouillais un peu plus que d'habitude. Et voilà, c'est marrant, c'est le spectacle. Moi, je crois que c'est la deuxième ou la troisième représentation que j'ai vue. Ok. Tu peux t'en souvenir, elle a commencé très en retard. Elle a démarré avec 25 minutes de retard. Voilà. Il y a eu... On était gelés dehors. Non, mais... Je maudissais l'attaché de presse, je maudissais tout le monde. Ah mais moi j'ai maudit tout le monde, tu sais, parce que là pour le coup tu arrives pour jouer et on te dit il n'y a rien qui marche. C'est-à-dire que il y avait, alors moi j'ai quand même besoin qu'on montre un peu d'image, un peu etc. Et on a failli ne pas jouer. Et au bout de 25 minutes ils ont trouvé la solution, je ne sais pas ce que c'était, je suis pas technicien, on a pu vous faire entrer, mais ah oui non mais j'étais effondré, j'ai failli ne pas jouer, j'ai failli d'ailleurs... j'ai joué la moitié du spectacle dans le noir, hein, on va pas se mentir. Donc, et c'est dommage parce qu'avec ce physique absolument. Ah bah oui, c'est bon. Non, c'était la pire. Alors c'était la. T'es venu à la pire représentation. Alors c'est bien que tu te sois marré parce que. Ah bah oui. Il y a rien qui marchait. Alors après le texte était là. Bah, le texte était là et on s'est marré, la salle se marrait. J'ai joué dans le noir avec 25 minutes de retard, donc on s'en est bien sorti. Ah ben oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu que t'étais à poil à un moment. Tu sais que je l'ai fait une fois, ça. Ah, que, je sais. En fait, à un moment, je jouais au théâtre de l'Eure, et puis j'avais lancé une opération à la con qui était une place achetée, un nude offert. Donc ça me faisait rire. Et puis, à un moment, il y a des gens qui m'ont dit, mais on n'a jamais reçu ce nude. Alors je dis, mais ça, c'était quand même une vanne. Et ils disent, bah non, t'as dit que tu le ferais. Et donc, à la dernière que j'ai faite chez eux, je suis rentré sur scène à poil en disant voilà, j'avais promis un nude, j'ai pas pu l'offrir à tout le monde, donc c'est le moment, prenez les photos. Et j'avais prévenu personne, ni le régisseur, ni voilà. Et après, il y avait la première vidéo du spectacle pendant laquelle je suis allé me rhabiller, mais j'ai fait la vanne, tu vois, c'est... Et puis c'est rigolo, ça crée un moment. Mais comme de temps en temps, tu vois, quand il y a de la musique qui joue, de temps en temps, je vais chercher quelqu'un pour qu'il vienne chanter, parce que, voilà, à chaque fois, c'est... Tu joues pas tout seul en fait, tu joues pas que pour te faire plaisir toi, tu joues pour te marrer avec les gens. Et donc si on se marre, continuons de nous marrer ensemble. Mais c'est ça le plaisir de la comédie. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime bien aussi aller voir le spectacle en salle, comme le cinéma de comédie en salle, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'être au milieu d'une salle et de rire tous ensemble. Tu vois, tout à l'heure j'évoquais Alibi 2, je suis allé le voir en salle, en dehors de la qualité du film, rien que le plaisir d'avoir une salle pleine avec des gens qui rient, tu te sens humain, tu te sens ensemble, tu te sens joyeux avec le monde, tu vois, et c'est vraiment grave. Mais comme dans un bon spectacle d'humoriste, quand tu es dans la salle, tu vois, je suis allé voir Manu Payet justement au Théâtre de l'Eure, la salle était pleine, les gens étaient heureux de le voir, il nous a fait rire pendant 1h30, tu ressors de là, t'as la banane. Donc, et moi j'espère, et puis tu vois, tu me l'as dit très gentiment, que tu es ressorti avec la banane. Donc, oui, tant mieux. Donc, venez, hein, c'est mieux qu'une thérapie. Et puis vous allez voir des trucs de dingue. Franchement, et quelques très bons jeux de mots. Dernière question, parce que je ne vais pas te retenir longtemps. Est-ce que tu auras envie d'une très grande salle, genre un Olympia, à Bobino, ou un grand théâtre? Après, j'aime bien faire des choses que j'ai jamais faites. Donc là, la plus grande salle que j'ai faite, c'est 300 places. Ce qui est déjà beaucoup de monde. Après, oui, tu me dis, tu vas faire un Bobino. Tu vois, la dernière personne que je suis allé voir à Bobino, c'était Charles Bois. Je serais ravi. Tu me dis, tu vas faire l'Olympia. Un des derniers que je suis allé voir, c'était Elton John. Écoute, oui, tu vois, ça me déplairait pas de passer là. Mais après, tu me dis, va faire un Zénith ou Bercy. Tu sais, moi... c'est beaucoup. Non, mais je sais pas si c'est calibré pour, mais si un gars qui me fait viens faire le Stade de France, mais moi ça me fait tellement marrer, j'y vais. Il y en a qui l'a fait, Jean-Marie Bigard qui l'a fait, le seul humoriste à l'avoir fait, je crois. Mais donc une fois encore, je sais pas de quoi sera fait la vie. Moi aujourd'hui je suis très content des salles que je fais. J'ai fait entre 50 et 300. C'est ce que je continue de faire. Là je sais qu'avec les gens de France Inter, on va peut-être faire une petite salle un peu plus grande. Je découvre, mais après ce qui est chouette, tu vois, après c'est aussi le côté un peu chaleureux, tu vois, la proximité, tu vois le public, tu t'amuses avec eux, mais pourquoi pas?
Stade de France, ce serait fun. C'est Indochine que je suis allé voir au Stade de France. C'était dingue. Ah oui. Ah ouais, c'était dingue. Donc, ouais, moi, me dire, je les prendrais en première partie. Je demanderais, je vais me faire la première partie Indochine. Et derrière, je parle de Paul Prébois. Ce sera parfait. Oui, malheureusement. Vas-y, dis. Anecdote. Tiens. La première interview que j'avais faite, Ouais. j'avais 14 ou 15 ans. Oula. J'étais encore au collège. Ouais. C'est Monsieur Paul Prébois. Tu vois. Et j'ai retrouvé une photo de lui, moi avec mon petit micro, ma petite mini-cassette. C'était à Metz, donc là où j'étais né. Enfin, et c'est vrai que, bon, c'était un mec adorable. Tu vois, c'est marrant parce que j'aurais pu dire 1500, enfin, cinquantaine de noms de. Je dis Paul Prébois. Et c'est le premier mec que tu as interviewé. Et ben c'est ça que j'aime bien dans la vie. Tu vois, il y a des petits hasards. Ils sont pas produits, oui, ils sont pas prévus. Le hasard des rencontres, le hasard, tu vois, des choses qui se passent. Ça me fait marrer que tu aies interviewé Paul Prébois. Il était comment en vrai? Moi, je l'ai jamais vu. Il était comme il était dans les films. Oui, dans les films. C'était genre. Voilà. Donc t'en gardes un bon souvenir? Ah bon, je regarde. C'était mon premier truc, j'avais 14 ans, tu penses si j'étais content, quoi. Ok. Oh, ben chouette. Voilà, c'est une bonne fin, ça. Ben voilà. On s'était terminé par Paul Prébois. Par Paul Prébois. Bon. Eh ben merci. Hein. Merci Thomas. Je vais aller bosser. Ben oui, bien sûr. À bientôt. Hop.